Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une 8e émission de Le Roi de l'Histoire, une émission qui va nous amener ce soir à nous plonger dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge où on va voir que on peut trouver dans les villes médiévales des origines du droit international. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va d'abord recontextualiser un petit peu les choses, se replacer dans cette époque, sur le sujet des villes. Alors, on va se positionner aujourd'hui en Europe occidentale. L'Europe occidentale a été marquée, vous le savez, par la présence de grandes civilisations pendant l'Antiquité, au premier rang desquelles Rome. L'Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire qui est urbain, hein, qui est basé sur une présence assez structurante et importante des villes. On a des villes importantes. C'est le cas de Rome qui, à l'apogée de sa puissance, va atteindre peut-être 1 million d'habitants. Mais c'est le cas également dans les provinces, et notamment dans le sud de la France, on a des villes qui font plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui est assez important pour cette époque. Cette civilisation, d'ailleurs le terme en soi, civilisation, est intéressant. Civilisation, ça vient de kiwis. Kiwis, c'est le citoyen. Le citoyen renvoie à l'idée de cité, la kiwitas, la cité, c'est-à-dire la ville, hein. Vous voyez que le lien est tout de suite fait entre civilisation et cité, et ça pourrait nous amener à remonter plus haut dans l'Antiquité. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Quoi qu'il en soit, les civilisations antiques, grecques, romaines, sont des civilisations de la ville, urbaine, et ça va durer jusqu'à ce que les historiens appellent l'Antiquité tardive, c'est-à-dire les derniers siècles de l'Antiquité, 4e, 5e siècle, où là on voit un déclin de manière générale des villes. Ce déclin se confirme pendant la période qui suit, ce qu'on appelle couramment le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire les siècles qui vont jusqu'autour de l'an 1000. Alors les villes subsistent, mais les villes se vident, et donc on se retrouve avec des villes assez réduites finalement, dans des remparts qui datent de l'époque romaine, qui sont en bonne partie ruinés, et donc c'est des villes qui sont un peu à cheval entre la campagne et la ville. Il n'est pas rare d'avoir des champs à l'intérieur, donc des remparts issus de l'Antiquité. Les choses vont évoluer à partir de l'an 1000, hein, autour de l'an 1000. Alors pour différentes raisons qu'on ne connaît pas forcément très bien, il y a peut-être eu des raisons climatiques, on ne le sait pas très bien, peut-être un léger réchauffement climatique, qui a permis, quoi qu'il en soit, un redémarrage démographique. Une augmentation de la population qui avait tendance à être assez stagnante dans les siècles qui précédaient. Alors c'est sans doute lié à une amélioration des rendements agricoles, donc c'est pour ça qu'on fait peut-être le lien avec le climat. Donc il y a une meilleure production agricole, donc les gens mangent mieux, meurent moins, vivent peut-être un petit peu plus longtemps. Et puis il y a un autre élément qui est assez important, c'est la paix. Car on a souvent tendance à assimiler le Moyen-Âge à la guerre. Or, ça n'a pas toujours été le cas, et notamment à partir de l'an 1000, on voit des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements de paix, hein, menés par l'Église catholique, pour essayer de canaliser la violence des chevaliers. C'est par exemple le mouvement de la paix de Dieu que vous avez ici représenté. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quoi qu'il en soit, cette ambiance plus paisible, cette société plus pacifiée, hein, favorise, d'une part, bien sûr, la croissance démographique, mais également le commerce. Le commerce, c'est l'ami de la paix, hein. En période de guerre, on a plutôt tendance à se recroqueviller. En période de paix, par contre, les commerçants vont assez vite revenir sur des routes qui sont plus sûres, et donc faire des échanges entre les villages, voire ce qu'il reste des villes. Alors, c'est dans ce contexte-là que les villes vont regrossir. Alors, elles grossissent pourquoi ? Parce que d'une part, je vous ai dit, il y a un accroissement démographique qui concerne bien sûr les villes, mais qui concerne les campagnes. Et dans les campagnes, on se retrouve face à des surplus de population, face à des populations qu'on n'est pas forcément en mesure
d'accueillir, parce que les rendements agricoles, même s'ils sont augmentés, même s'ils se sont améliorés, restent insuffisants pour nourrir tout le monde. Et donc, on assiste déjà à cette époque, comme on y assistera bien plus tard au 19e siècle, à un exode rural. On a des paysans qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui vont quitter la campagne pour aller vers la ville. Vers une ville qui en plus a besoin de plus en plus de main-d'œuvre parce que il faut habiller tous ces gens qui vivent dans la ville, il faut équiper, il faut fabriquer des outils, il faut fabriquer... Bref, il y a du travail dans l'artisanat, il y a des besoins dans les villes et donc on voit ces villes grossir. Ville qui commence à changer de morphologie. Hein. Vous avez ici une image qui est tout à fait représentative. Les remparts, à l'intérieur des remparts, la vieille cité, généralement donc de l'Antiquité, puis autour, eh bien, on voit des nouvelles agglomérations, donc qui sont en dehors des remparts, parce qu'il n'y a plus de place dans les remparts, et donc ces nouvelles agglomérations, c'est ce qu'on appelle des bourgs. Et on va appeler d'ailleurs les habitants de ces bourgs des bourgeois. Le terme bourgeois va finalement assez vite désigner l'ensemble de la population urbaine, le bourgeois s'opposant aux paysans, s'opposant également aux nobles, qui, dans la plupart des régions, ne vit pas dans la ville. Mais bon, je nuancerai cela un petit peu plus tard. Alors justement, ces nobles, les nobles, c'est-à-dire les chevaliers, c'est-à-dire les seigneurs, eh bien, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire, on est, je vous ai dit, au XIe siècle, XIe, XIIe siècle, ils ont du mal à tenir ces villes. Théoriquement, les villes sont soumises à chaque fois à un seigneur, mais dans les faits, ces villes qui grossissent sont en mesure de faire un contrepoids difficile à contrôler pour les seigneurs. Et donc, les villes en profitent. Elles en profitent pour se donner ce qu'on peut qualifier d'autonomie, une autonomie. Alors le terme autonomie, si on fait un tout petit peu d'étymologie, hein, autos, c'est soi-même en grec, nomos, la règle. L'autonomie, c'est le fait de se donner sa propre règle. Donc se donner son propre droit, je vais y revenir, mais également se donner son propre gouvernement finalement, sa propre organisation. Et donc les villes profitant de l'absence des seigneurs, qui s'occupent finalement relativement peu d'elles, ou lorsqu'ils essaient de s'en occuper, ils ne sont pas forcément toujours en état d'imposer leur puissance aux villes. Les villes sont capables de résister aux seigneurs. Donc ces villes vont se donner des règles, vont se donner un gouvernement, et on voit ainsi des villes se constituer avec... une administration, un gouvernement, avec des consuls, c'est le terme qui va être souvent employé pour désigner, en tout cas dans le Midi, en Italie, les autorités municipales. Et dans les plus puissantes de ces villes, cette autonomie confine avec l'indépendance. Alors, ces villes n'ont jamais été indépendantes. Elles ne cherchent pas à être indépendantes d'ailleurs. Elles reconnaissent toujours une autorité. Plus cette autorité est lointaine, mieux c'est d'ailleurs. C'est le roi de France, c'est l'empereur, ce qu'on appellera plus tard l'empereur germanique pour l'Italie ou pour les villes d'Allemagne. Mais bon, c'est une autorité finalement plus théorique que réelle, qui ne nous gêne pas au quotidien. L'essentiel, ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que les gens de cette époque sont avant tout pragmatiques. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire nos affaires dans notre coin sans être embêté par un prince, un roi, un empereur qui viennent se mêler de nos affaires et finalement empêcher ces affaires de se dérouler comme on veut. Donc ces villes qui sont particulièrement puissantes, sont particulièrement autonomes, quasiment indépendantes, eh bien, évidemment, elles vont avoir des relations avec les villes voisines, avec les seigneurs voisins, avec le roi ou l'empereur dans un certain nombre de cas. Et c'est là qu'on arrive au droit international. Alors, juste quelques mots de définition. Qu'est-ce que c'est le droit international ? Vous allez me dire, c'est le droit entre les nations, littéralement. Alors, les choses sont un petit peu plus complexes. Le droit international, c'est le droit qui régit les relations entre les États. C'est ce qu'on appelle le droit international public. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'entre les États, c'est entre les États, mais aussi d'autres types d'organisations aujourd'hui, les organisations internationales, telles que l'ONU par exemple, ou des organisations non gouvernementales, comme des
des grandes associations ou des grandes entreprises internationales, transnationales. Mais le droit international, c'est également le droit qui régit les rapports entre des particuliers de nationalités différentes. C'est ce qu'on appelle le droit international privé. Alors, à cette époque, bien sûr, l'époque dont on parle depuis tout à l'heure, on va dire entre 1000 et 1300 à peu près, on n'a pas de nation au sens strict du terme. Le concept de nation, c'est un concept qui va voir le jour un petit peu plus tard, même si à la fin du Moyen-Âge se forment ce qu'on appellera les États-nations, la France, l'Angleterre, plus tard l'Espagne, etc. On n'a pas de nation au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler de droit international. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces villes ont des relations entre elles, et ces relations, elles ont permis de mettre en place des outils juridiques, des outils institutionnels, qui leur ont permis de, et bien finalement, d'organiser, d'encadrer ces relations pour éviter que ça dégénère dans la violence, systématiquement. Et c'est en cela qu'on peut essayer de voir, et c'est ce qu'on va essayer de voir, comment les villes ont pu être à l'origine, les villes médiévales ont pu être à l'origine du droit international tel qu'on le connaît. Alors, le droit international tel qu'on le connaît, aujourd'hui, on le rattache au XVIe siècle. On considère que c'est au XVIe siècle que le droit international apparaît, avec quelques grands auteurs, je ne vais pas vous les citer, on peut en citer un qui est peut-être le plus célèbre, je ne suis pas certain que vous le connaissiez, qui est Grotius, qui est considéré comme un des pères du droit international. Donc on est là au XVIe, XVIIe siècle, bien plus tard que l'époque dont on parle aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je considère quand même qu'il y a un embryon de droit international à cette époque? Parce que, comme la nature, le droit a horreur du vide. Donc, quand il n'y a pas de règles qui régissent des rapports entre des personnes, eh bien, on va forcément créer des règles. Parce qu'on a besoin de ces règles. Il n'y a que Robinson Crusoe sur son île déserte qui n'a pas de droit. Dès lors qu'il y a deux personnes, dès lors que Vendredi va rencontrer Robinson sur son île, il y a des règles qui se mettent en place. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un législateur qui vote des lois, non, mais il y a des coutumes qui se mettent en place, il y a des règles qui ne sont pas forcément explicitées, mais qui sont comprises et respectées par les deux. Donc le droit, c'est quelque chose qui est en permanence présent. Les Romains disaient que là où il y a de la société, il y a du droit, et là où il y a du droit, il y a de la société. Donc les deux sont absolument indissociables. Donc dès lors que des villes vont entrer en relation les unes avec les autres, elles vont mettre en place du droit. Elles vont mettre en place des règles de droit, et ce qui est intéressant, c'est que ces règles de droit vont faire cohabiter, vont établir des relations entre des villes qui n'ont pas forcément les mêmes règles à l'intérieur de leur mur. Et c'est en cela qu'on a donc un droit qui préfigure le droit international. Alors, qu'est-ce que c'est que ce droit international? À qui est-ce qu'il va être utile? Il va d'abord, avant tout, être utile aux marchands. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la paix est l'ami du commerce, et donc avec le retour de la paix en Europe à partir de l'an 1000, on voit le commerce se développer. Et quand je dis commerce, c'est pas simplement le commerce, le paysan du coin qui vend ses surplus dans la ville d'à côté. On a ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de commerce international. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un commerce international. On a des marchands qui partent d'Italie pour aller vers le nord de l'Europe, vers les Flandres. On a des marchands des Flandres qui vont chercher des produits dans la Baltique, qui vont chercher des matières premières en Angleterre pour aller les travailler dans leurs ateliers, pour aller ensuite les vendre vers l'Europe du Sud. Vous avez ici une carte qui vous montre les grandes voies commerciales du XIIIe siècle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de frontières pour le commerce, bien sûr, déjà à cette époque. Ce qui fait qu'on a des gens qui viennent d'Italie du Nord, qui travaillent avec des gens qui habitent dans les Flandres. Ils ne parlent pas la même langue, et bien sûr, ils n'ont pas du tout les mêmes règles, ils ne connaissent pas les mêmes droits, ce qui pose des difficultés. Alors, ces difficultés vont être en quelque sorte réduites par un événement considérable qui accompagne cette renaissance des villes, qui est ce qu'on appelle généralement la redécouverte du droit romain. Le droit romain, c'est-à-dire le droit de l'époque romaine, hein, les Romains de l'Antiquité étaient de très grands juristes, comptaient de très grands juristes, et ça c'est un des grands des grands héritages que l'on a de la Rome antique, c'est leur droit.
Un droit qui a régi l'Empire romain pendant plusieurs siècles, et qui ensuite, parce qu'il était technique, parce qu'il est complexe, et parce qu'il n'y avait plus d'université pour former des juristes, ce droit va progressivement être oublié pendant les premiers siècles du Moyen-Âge. À la fin du XIe siècle, dans les années 1070, on redécouvre, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient jamais disparu, mais on y retrouve une utilité dans les textes qui contiennent donc du droit romain. Et on va enseigner ce droit, on va l'étudier, on va l'analyser à partir de l'Italie d'abord, de la ville de Bologne, et puis assez rapidement on va voir des juristes partir dans toutes les directions, et on va voir le droit romain progresser vers la France du Sud, vers l'Espagne, vers l'Allemagne rhénane, vers l'Europe centrale. On peut dater très précisément la progression du droit romain. Je vous ai mis ici un texte plus tardif, du XIVe siècle, dans lequel on retrouve notamment la manière de travailler de ces juristes de l'époque, avec la glose. La glose, ce sont des commentaires qu'on retrouve dans les marges ici. Au milieu, vous avez le texte romain, de ce qu'on appelle les compilations du droit romain de l'empereur Justinien, et puis autour, vous avez les commentaires qui sont faits par les juristes de l'époque. Alors bref, tout ça pour dire quoi? Eh bien, avec le droit romain, les marchands vont avoir un droit finalement qui est utilisable un petit peu partout. C'est pas le droit local, c'est pas le droit de la ville. Avec le droit romain, on a une espèce de droit commun qu'on va pouvoir utiliser dans les relations commerciales internationales, pour reprendre des termes modernes qui sont un peu anachroniques. Donc ça c'est véritablement un atout. Mais le droit romain, ça reste quand même un droit qui est antique, un droit qui date d'il y a... les compilations elles-mêmes, ce qui a été redécouvert ou réutilisé à partir du XIe siècle, c'est un droit qui date du VIe siècle de notre ère. Mais à l'intérieur, on retrouve des documents, des parties qui remontent jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Donc clairement, lorsqu'on est en 1100 ou 1200, c'est un droit qui n'est pas forcément toujours compatible avec la société de l'époque. Donc les marchands sont un peu coincés quand même sur certains points par le droit romain. Ils ont besoin de règles qui sont plus adaptées à la société de leur temps, qui sont plus adaptées à leurs pratiques, aux relations qu'ils établissent avec les commerçants des autres régions avec lesquelles ils travaillent. Donc du coup, ils vont se tourner vers les autorités de leur ville pour leur demander de mettre en place des règles, de nouvelles règles juridiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure rapidement qu'à l'intérieur des villes, on avait des autorités municipales qui se sont mises en place. C'est notamment les consuls dans les villes du sud de la France et d'Italie. Ce sont des citoyens de la ville qui sont élus, élus, alors bon, suivant des modalités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, qui sont assez complexes, mais qui ont donc pour mission de gouverner la ville, de réglementer la vie à l'intérieur de la ville, surveiller, punir, etc. Et donc, ces consuls vont prendre en compte la demande, vont entendre la demande des commerçants, et donc établir du droit, établir des règles, pour régir la vie à l'intérieur, bien sûr, de la cité, mais également pour régir les relations de leurs commerçants avec les commerçants qui viennent d'autres cités. Et donc on retrouve ici notre problématique du soir, c'est-à-dire ce droit international. Alors, ce que je viens de vous décrire, ça s'étend sur une période qui finalement est relativement limité. L'âge d'or de ces villes et de ces autonomies municipales, c'est à peu près entre 1100 et 1300. À partir de 1300, 1300, on va avoir une montée en puissance des embryons d'État, des princes, des rois, qui vont venir limiter assez fortement les autonomies municipales. Mais bon, sur les 200 ans qui précèdent, on a quelque chose qui est assez intéressant et qu'on va creuser un petit peu. Alors, deux points principaux. Dans les relations que ces villes entretiennent les unes avec les autres, il y a des relations d'abord guerrières. Les villes se font la guerre.
assez régulièrement. Alors c'est connu pour ceux qui s'intéressent un petit peu au Moyen-Âge. Hein. Venise fait la guerre avec Gênes, Gênes fait la guerre avec Pise, mais c'est vrai également de ce côté des Alpes. Hein. Marseille est assez régulièrement en guerre avec Arles, Marseille est en guerre avec Gênes aussi. Bon bref, les guerres sont assez fréquentes entre les villes italiennes et puis un petit peu partout en Europe. Ces guerres, elles sont principalement motivées d'ailleurs par des questions commerciales, encore une fois. Il faut bien avoir en tête que ce sont les commerçants qui contrôlent les villes, hein, qui dirigent ces villes. Et donc évidemment, les intérêts commerciaux sont assez souvent en rivalité. Il faut bien avoir en tête, pour donner un exemple plus précis, que lorsqu'on se situe vers 1150, la Provence, le Languedoc, donc le sud de la France, sont vraiment colonisés par les Pisans et les Génois, qui sont rivaux et qui sont fréquemment en guerre. Pisans et Génois essaient de constituer des zones qui sont des espèces de marchés pour exporter leur production, mais également pour venir récupérer des matières premières. Donc la problématique ici est souvent commerciale et ça peut conduire, je vous ai dit, vers des guerres. Alors, ces guerres se terminent et donc on a des traités de paix, hein, qui souvent justement contiennent des dispositions commerciales permettant aux vainqueurs de gagner des marchés, d'avoir le droit de venir vendre ses produits sur le territoire du vaincu, venir commercer avec des gens qui lui étaient jusqu'alors interdits, etc. Ces guerres révèlent également l'existence d'armées municipales, de milices urbaines, qui sont constituées par les chevaliers, parce que ça c'est quelque chose qui caractérise d'ailleurs les villes du Midi et d'Italie. Vous avez vu tout à l'heure une photo que j'avais mise d'une ville italienne, Toscane, de San Gimignano avec ses tours. Ça, ce sont des habitats qui sont généralement occupés par ce qu'on appelle les chevaliers urbains. Ce sont des nobles qui vivent en ville. Je vous ai dit que généralement les nobles ne vivaient pas en ville dans la plupart des territoires d'Europe, mais dans le sud de la France et le nord de l'Italie, les nobles vivent en ville. Et donc ces nobles ont de l'argent, ont les moyens de s'équiper et peuvent avoir donc un cheval de combat, une armure, etc. C'est l'élite de l'armée citadine. Dans certaines de nos villes du sud, à Arles par exemple, à Nîmes, où on a gardé, vous le savez, les amphithéâtres romains, ce qu'on appelle aujourd'hui les arènes, les nobles constituent des espèces de châteaux qui sont peuplés, hein, qui sont habités avec des maisons, et à partir de là donc peuvent éventuellement déboucher sur une participation aux guerres menées par leur ville. Mais la plupart l'essentiel de l'armée, c'est le reste de la population qui, elle, n'a pas beaucoup d'argent et donc combat à pied lorsque c'est nécessaire. Les villes font, par ailleurs, lorsqu'elles ont de l'argent, notamment en Italie, font appel assez souvent à des mercenaires, hein, c'est-à-dire des professionnels de la guerre, qui vont venir défendre les intérêts de la ville dans d'autres cas. Alors, la guerre, c'est une question évidemment sérieuse, et ça coûte très cher, je vous ai dit, l'argent il est omniprésent dans les préoccupations des villes à l'époque, ça coûte très cher, et donc c'est pas une décision qui peut être prise à la légère, ce qui fait que ces villes, qui ne sont pas non plus des démocraties, il ne faudrait pas imaginer qu'elles fonctionnent de manière démocratique, sont quand même marquées par une association de la communauté aux décisions les plus graves. Et c'est ainsi que décider de faire la guerre, c'est pas quelque chose qui peut être simplement... c'est pas une décision qui est simplement prise par les autorités municipales, par les gouvernants. Il faut l'approbation soit de l'assemblée des citoyens, soit de ce qui est présent dans chacune de ces villes, un conseil aristocratique qui est composé des représentants des grandes familles, des plus riches familles de la ville. Dans tous les cas, donc, il y a besoin d'avoir ce soutien d'une majorité, ou en tout cas de ce qu'on appelle à cette époque la senior part, c'est-à-dire la partie la plus importante de la population urbaine, c'est-à-dire la plus riche en fait, hein, pour pouvoir engager une guerre. Mais bon, la guerre c'est vraiment la solution ultime, hein. Les villes ne font pas la guerre volontiers. On essaie d'abord de négocier, on essaie de trouver des solutions avant d'engager les combats. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est-à-dire bien sûr la diplomatie. Alors, la diplomatie, elle se met en place, la diplomatie urbaine au Moyen-Âge se met en place de manière très progressive encore une fois. D'abord, les bases de cette diplomatie, on la retrouve au niveau commercial, encore une fois. Au niveau commercial, en effet, je vous ai dit qu'il y a
dans les villes, on a des marchands de différentes origines qui viennent vendre, qui viennent acheter. Et donc ces marchands, ils peuvent avoir des conflits entre eux. Ces conflits font assez souvent ressurgir quelque chose qui est finalement malheureusement très naturel jusqu'aujourd'hui, mais qui est très présent déjà à cette époque, c'est la xénophobie. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème avec un commerçant étranger, assez vite ça peut déboucher sur une flambée xénophobe. Et alors ça se traduit comment? Ça se traduit par le phénomène des représailles, c'est-à-dire que lorsque un commerçant de la ville s'est fait avoir, il y a eu une fraude, il s'est fait voler par un commerçant étranger, on a une réaction généralement collective, les marchands locaux vont essayer de se faire justice eux-mêmes. Ça, cette vengeance, parce que c'est de la vengeance, cette vengeance, c'est quelque chose que détestent les autorités de manière générale. Et ça remonte à la nuit des temps. Dès lors qu'il y a une autorité politique, une autorité publique, la volonté, c'est d'essayer de contrôler cette vengeance. Et on retrouve la même chose dans les villes. Et donc, ces villes vont essayer de contrôler ces représailles en s'entendant avec la ville d'origine du commerçant qui est mise en cause. Donc on fait des accords pour essayer de trouver une solution pacifique au conflit que l'on a pu constater, dans la ville. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien généralement, la ville dont est ressortissant la victime va demander à la ville dont est ressortissant le fautif une réparation. Et c'est seulement s'il n'y a pas de réparation que l'on va autoriser des mesures de représailles. Ce que l'on constate, c'est qu'avec le temps d'ailleurs, ce système de réparation et de discussion entre les villes est inscrit noir sur blanc dans des traités commerciaux donc, qui lient ces différentes villes. Et puis même, pour les villes les plus développées, on voit se mettre en place des consuls à l'étranger, c'est-à-dire que, par exemple, Gênes, la ville de Gênes qui est une grande puissance à cette époque, envoie des consuls, qui sont les représentants de la ville de Gênes, dans les villes avec lesquelles elle est en relation. Par exemple à Marseille ou à Byzance, on a un consul génois qui représente les intérêts génois et qui a vocation à protéger les ressortissants génois en cas de problème. Ça préfigure le consulat. Les consulats tels qu'on les connaît aujourd'hui, les consulats diplomatiques tels qu'on les connaît aujourd'hui dans différents pays. Alors je réponds, avant de continuer, à la question qui a été posée donc, par Afaft 3. Chez les Grecs, la relation diplomatique peut-elle être considérée comme du droit international primitif? Il y a des relations diplomatiques, alors attention, je ne dis pas que les relations diplomatiques vont apparaître au Moyen-Âge, dans les villes du Moyen-Âge. Des relations diplomatiques, il en existait auparavant, bien sûr, avec à Rome, dans la Grèce antique, et même chez les Égyptiens, on a bien sûr des traces de traités, par exemple, entre les Égyptiens et les Hittites, qui remontent à plusieurs siècles avant notre ère. Donc il y a une diplomatie bien avant le Moyen-Âge, mais ce qu'on voit ici, c'est avec les villes du Moyen-Âge, c'est que ça va bien plus loin que simplement des échanges diplomatiques, que des traités. On a des outils juridiques qui s'approchent davantage du droit international. Donc oui, chez les Grecs, on a, j'irai pas jusqu'à dire un droit international primitif, mais on a une diplomatie déjà, mais cette diplomatie va prendre une tournure plus juridique, plus réglementée au Moyen-Âge. Alors, justement, venons-en à comment s'organise cette diplomatie. Alors, cette diplomatie, elle s'organise avec des ambassadeurs. Alors, le terme ambassadeur, d'ailleurs, c'est pas il s'impose à ce moment-là. On hésite un petit peu parce qu'on les appelle des messagers ou des légats ou des envoyés. Et puis, on a le terme qui apparaît en Italie d'abord et puis qui va se développer d'ambassator, qui est notre ambassadeur, bien sûr, qui est le citoyen. Généralement, ils sont envoyés plusieurs. Les citoyens qui sont envoyés auprès d'une puissance étrangère, une autre ville, ou un prince, un roi, un empereur, pour
négocier un accord, soit négocier une paix, soit négocier un traité de commerce, etc., d'alliance, avec donc l'autorité étrangère. Alors, l'envoi en ambassade, c'est quelque chose qui est très réglementé dans les villes, hein, parce que c'est perçu comme une contrainte par le citoyen qui est envoyé en ambassade. En effet, il part pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des fois. Ce citoyen, c'est pas un ambassadeur professionnel, c'est un commerçant, c'est un artisan. Donc bon, il part, il abandonne sa famille, il abandonne ses affaires pendant plusieurs jours ou semaines. Donc bon, c'est pas quelque chose qu'il fait de gaieté de cœur. Et puis, même si, je vous ai dit, il y a quand même en Europe, un retour d'une paix relative, bon, ça reste relativement dangereux quand même de circuler sur les routes à cette époque. Donc, du coup, la réglementation, elle prévoit que l'envoi en ambassade, il ne peut pas être abusif, c'est-à-dire que assez souvent, dans les réglementations municipales, on voit qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un plus d'une fois en ambassade sur une même année. On limite les choses. Mis à part un cas particulier qui est celui des juristes, parce que les juristes, ils ont des connaissances particulières, ils ne sont pas très nombreux en plus, et donc eux, on pourra les envoyer un petit peu plus souvent en ambassade. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc l'ambassadeur est envoyé, il a une lettre de créance, vous avez ici une représentation d'un ambassadeur, justement, qui amène sans doute sa lettre de créance à un souverain, à un roi, pour montrer qu'il est... la lettre de créance, c'est ce qui prouve que l'ambassadeur est bien fondé à négocier, à discuter avec la puissance étrangère, qu'il a un mandat qui lui est donné et qu'il est totalement investi pour négocier, pour discuter. Ces ambassadeurs donc obtiennent un accord. Je vous ai dit, cet accord il va varier un petit peu de ce qu'on cherchait au départ, et cet accord, ils vont le ramener dans leur ville d'origine, où là, on a une procédure pour ratifier l'accord. Ce n'est pas les gouvernants seuls qui peuvent ratifier, là encore une fois, on va faire appel, soit à l'Assemblée des citoyens, soit au conseil aristocratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces accords? Eh bien, deux grandes familles d'accords. D'abord, les traités de commerce, on retrouve le commerce encore une fois, hein, le commerce c'est vraiment ce qui est fondamental dans les villes médiévales, et donc le commerce débouche sur des traités qui peuvent être bilatéraux, c'est-à-dire des traités entre deux villes, qui prévoit notamment une diminution des taxes, des droits de douane pour faciliter les relations commerciales, qui réglementent la question des représailles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais, et c'est plus intéressant, on a des traités multilatéraux, c'est-à-dire qu'on a des traités qui vont concerner plusieurs villes, plusieurs cités, qui peuvent aller jusqu'à mettre en place une espèce de marché commun dans certains cas, hein, une zone dans laquelle il y a une liberté de commercer pour les ressortissants, les marchands qui viennent des villes qui se trouvent dans cette zone, et avec des fois des mesures protectionnistes aux frontières de cette zone, donc cette fois-ci à destination qui viennent taxer les marchands qui viennent de l'extérieur de ce marché commun. On a par exemple un traité de ce type en Provence, entre les grandes villes provençales, Marseille, Arles, Avignon, au milieu du XIIIe siècle. C'est une espèce de petit marché commun qui se met en place. Dans ces traités commerciaux, on retrouve, quoi qu'il en soit, donc des avantages reconnus aux commerçants, aux marchands étrangers, mais sur la base d'un principe qui n'est jamais affiché comme tel, parce qu'on n'en voit pas l'utilité d'appeler ça bien précisément, mais qui préfigure un principe fondamental du droit international aujourd'hui, qui est le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'un État ne va prévoir des avantages pour des étrangers qu'à condition que l'État dont est originaire cet étranger fasse la même chose pour les ressortissants de l'État initial. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc en gros, l'État A va donner des avantages aux citoyens B, à condition que l'État B reconnaisse les mêmes avantages pour les citoyens A. C'est le principe de réciprocité, qui est un principe qui s'applique pleinement dans le droit international aujourd'hui. On l'a clairement établi à cette époque dans les traités de commerce. À côté de ces traités de commerce, l'autre grand type d'accords internationaux que vont négocier les ambassadeurs, ce sont les traités militaires. Alors les traités militaires, ça peut être la conclusion d'une paix, bien sûr, en cas de guerre, mais ça peut être également un traité d'alliance. On prévoit une guerre à venir, pourquoi pas, et donc on va essayer de mettre ses forces
ensemble, 2 villes, voire plus, vont mettre leurs forces en commun pour faire face à un adversaire considéré comme étant commun à ces différentes villes. Ces traités d'alliance, ces alliances militaires, posent un autre problème, qui est un problème, là aussi, central dans le droit international aujourd'hui, c'est le principe de continuité. C'est-à-dire que ce qui est négocié par un gouvernement, ça n'a pas vocation à s'arrêter lorsque le gouvernement disparaît. Il faut que ça puisse continuer les années qui suivent avec les gouvernements qui suivent. Dans les villes au Moyen-Âge, les gouvernements, ils ont une durée de mandat qui est très limitée, généralement c'est 1 an. Et donc bien sûr, vous vous rendez compte que si on fait un traité de commerce, un traité d'alliance pour 1 an, c'est pas forcément très intéressant pour la puissance qui s'allie avec vous. Donc il y a un principe de continuité que l'on va retrouver assez souvent dans les réglementations municipales, dans le serment, parce que le serment c'est quelque chose qui est central au Moyen-Âge, hein. On jure en fait sur la Bible ou sur des reliques de respecter toute une série d'engagements. Et donc les autorités municipales élues, le nouveau gouvernement, prêtent serment à son entrée en fonction, et à l'intérieur de ce serment, on inclut assez souvent la nécessité de respecter les engagements qui ont été pris, notamment les engagements, ce qu'on appellerait des engagements internationaux aujourd'hui, qui ont été pris par le gouvernement précédent. Et ainsi se met en place ce principe de continuité, qui est aujourd'hui un principe fondamental du droit international. On le retrouve dans plusieurs villes, je ne vais pas multiplier des exemples. Je m'arrête juste, par contre, sur ces histoires d'alliances militaires, sur un cas qui est assez célèbre, hein, mais qui mérite bien sûr qu'on s'y arrête. C'est une espèce de grande alliance militaire qui a été mise en place en Italie du Nord à la fin des années 1160, entre les grandes puissances, les grandes villes d'Italie du Nord, hein. On retrouve Milan, Bergame, Crémone, Mantoue, les grandes villes d'Italie du Nord, qui mettent en place ce que les historiens appellent la Ligue lombarde. Attention à ne pas confondre ça avec un quelconque parti politique italien. Donc la Ligue lombarde, c'est une grande alliance qui regroupe plusieurs dizaines de villes contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est l'empereur germanique de l'époque, Frédéric Barberousse, qui avait des prétentions assez fortes sur un retour de la présence impériale en Italie du Nord, et donc au détriment bien sûr des villes. Il voulait en gros resserrer la vis, limiter les autonomies et les libertés des villes. Et donc ces villes italiennes vont se regrouper dans cette alliance militaire, mettant même en place une espèce de structure supra-citadine au-dessus des villes, une espèce de gouvernement de la Ligue avec ce qu'ils appellent des recteurs, c'est-à-dire des représentants. Chaque ville désigne un représentant dans une sorte de conseil qui a vocation à diriger la Ligue, notamment à régler les litiges qui pourraient exister entre les villes et préparer la défense de la Ligue si jamais il y a une attaque de Barberousse. Et c'est bien ce qui va se passer d'ailleurs, puisque la Ligue va devoir faire face à une offensive de l'empereur Barberousse, ce qui va déboucher sur une guerre et une bataille qui est assez célèbre, en Italie surtout, qui est la bataille de Legnano en 1176, qui voit, coup de tonnerre énorme dans l'Europe médiévale, la victoire de la Ligue lombarde sur l'empereur Barberousse, l'empereur Frédéric Barberousse, qui est considéré comme étant un des plus puissants souverains de l'époque. Donc, pour la première fois à ce niveau-là, en tout cas, les villes ont vaincu un souverain de tout premier plan. C'est remarquable, et Barberousse va devoir en tirer toutes les conséquences. Il est obligé de reconnaître, de graver dans le marbre, dans un traité de paix, qui est la paix, ce qu'on appelle la paix de Constance, il doit reconnaître les libertés des grandes villes italiennes. Bon, le conflit entre l'empereur et les villes va rebondir un petit peu plus tard et va tourner à l'avantage de l'empereur, mais bon, ça durera pendant plusieurs décennies cette histoire. Mais bon, la bataille de Legnano et cette victoire de la Ligue lombarde en 1176, c'est vraiment un symbole de cette puissance qu'ont pu mettre en place les traités d'alliance militaire. Alors, à une échelle bien moindre, on retrouve
un peu la même idée, si vous voulez, en Provence. Je vous ai parlé tout à l'heure du traité de commerce qui avait lié Arles, Avignon et Marseille. En fait, ce traité qui date de 1247, donc on est une cinquantaine d'années après, enfin oui, un petit peu plus, 70 ans après Legnano, ce traité, on peut y voir une espèce de ligue provençale, puisque c'est pas simplement un traité de commerce, c'est aussi un traité militaire, puisque se met en place une alliance militaire. Il y a des articles qui prévoient comment sera composée l'armée, que une ville doit mettre à disposition des navires de guerre de l'autre si jamais elle est attaquée. Et là aussi, on a un ennemi commun qui est identifié, c'est le nouveau comte de Provence, Charles d'Anjou, qui est le frère du roi de France, et qui avait dans l'ambition de réduire les libertés de ces villes. Et donc on a une petite ligue qui se met en place. Alors elle aura beaucoup moins de succès que la Ligue lombarde, puisque lorsque Charles d'Anjou finalement arrivera avec son armée, les villes vont se lâcher les unes les autres, hein. Chacune va se soumettre à Charles d'Anjou. Il n'y a que Marseille qui va résister un petit peu plus. Mais bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est le traité lui-même, ce traité de 1247, qui prévoit des règles commerciales. C'est ce qui met en place, je vous ai dit, cette espèce de marché commun provençal, mais également ce système d'alliance militaire, hein, qui a assez mal fonctionné. Alors, quel bilan tirer de tout cela ? Premièrement, le droit international n'existe pas au XIIe, XIIIe siècle. C'est un fait parce que, tout simplement, les nations n'existent pas. Donc le concept de droit international, c'est un concept qui est anachronique, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve, j'espère que je vous l'ai montré, toute une série d'institutions, d'outils juridiques qui ont été repris dans ce que l'on appelle aujourd'hui le droit international. Et donc, les villes de l'époque ont mis en place, de manière très pragmatique, pour répondre à des besoins précis. Hein. Il n'y a pas eu une réflexion, il n'y a pas eu c'est pour ça que généralement on parle de Grotius ou autres comme fondateurs du droit international, parce qu'ils ont vraiment réfléchi, ils ont vraiment construit tout un système juridique. Les marchands et les autorités municipales du XIIe, XIIIe siècle réfléchissent pas de cette manière-là. Elles voient qu'il y a des problèmes, elles essaient de trouver des solutions à ces problèmes. Et donc c'est de manière pragmatique que se mettent en place ces règles, ces alliances, ces traités commerciaux, militaires, qui préfigurent en fait des traités, qui préfigurent des règles qui existent encore aujourd'hui et qui fondent aujourd'hui notre droit international. Donc si le XIIe et XIIIe siècle, si les villes médiévales n'ont pas créé au sens strict du terme le droit international, il est certain qu'elles ont posé les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui le droit international. Et donc on a bien là les racines. Ce ne sont pas les seules racines, hein. On peut trouver des racines ailleurs, on l'a dit tout à l'heure avec les Grecs, on peut même remonter à d'autres civilisations qui ont mis en place déjà des règles diplomatiques, des principes diplomatiques, le respect des ambassadeurs, etc. Le respect de la parole donnée, hein, qui est un principe fondamental du droit international. Ça, c'est pas inventé au Moyen-Âge. Mais vous le voyez, les outils, ce système d'encadrement des représailles, ce système des ambassadeurs, des consuls permanents à l'étranger, etc. Ce sont des principes qui sont des bases du droit international tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, une autre question d'AFAF 3, cet ambassadeur est-il protégé lorsqu'il va négocier dans une autre zone? Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques? Oui, l'ambassadeur est protégé. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des ambassadeurs qui aient été maltraités, voire qui aient été tués, hein, mais bon, parce qu'il y a le conflit, et donc là, on est en conflit entre deux puissances. Mais, en temps normal, donc, l'ambassadeur, bien sûr, est protégé, et il y a une espèce d'immunité pour cet ambassadeur lorsqu'il est au contact, donc, de la puissance avec laquelle on va négocier. Donc c'est quelqu'un que l'on respecte particulièrement et qui bénéficie d'appui, hein, de la ville qui l'envoie, bien sûr. Ça, on retrouve assez souvent dans les réglementations municipales. Une indemnité, on va lui donner de l'argent, on va lui donner un cheval pour aller mener son ambassade, on le fait accompagner éventuellement alors, pas de troupes, hein, mais peut-être d'un soldat ou deux, si jamais c'est dangereux. Donc il y a toute une série de choses qui font en sorte que cet ambassadeur, on le protège. C'est une personne qui a son importance. Et d'ailleurs, généralement, c'est pas le premier artisan venu qu'on va envoyer en ambassade, hein. C'est un membre du gouvernement, c'est un juriste de premier plan dans la ville, parce que c'est quelqu'un en qui on va donner une pleine confiance dans la négociation de l'accord que l'on espère obtenir.
Voilà, on arrive au bout de cette présentation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'essaie de faire défiler la discussion parce que j'ai un petit problème d'écran, mais voilà, bon, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. En termes de conseils, alors bon, une fois n'est pas coutume, j'ai pas énormément de conseils à vous donner en termes cinématographiques, bibliographiques, parce qu'assez vite, là, on rentre dans des ouvrages, bon, je vous en mettrai quand même sur la page Facebook de l'émission. Il n'y a pas les ouvrages qu'on a sur le droit international, diplomatie des villes au Moyen-Âge, ce sont souvent des bouquins universitaires qui ne sont pas forcément d'un accès extrêmement facile. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous mettrai quelques références. Juste pour replonger dans cette ambiance des villes médiévales, je vous conseillerais quand même un roman qui est un roman d'un très grand romancier italien que vous connaissez sans doute, qui est Umberto Eco. Umberto Eco a été surtout connu pour Le Nom de la Rose, mais il a écrit un roman qui est un peu moins connu, qu'il a écrit plus récemment. Bon, il est décédé il y a quelques années maintenant, mais ce bouquin s'appelle Bodolino, et ça replonge dans ce dont je vous ai parlé, la Ligue lombarde, Legnano, le conflit entre les grandes villes italiennes et l'empereur Frédéric Barberousse. En tout cas, la première partie du roman. La deuxième partie fait plus appel à l'imaginaire médiéval, c'est pas facile d'accès, comme des fois chez Umberto Eco, mais en tout cas, la première partie, elle permet de replonger vraiment dans cette période et dans ce conflit entre Barberousse et la Ligue lombarde. Ensuite, malheureusement, pour ce qui est du ciné, des séries, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que c'est un sujet qui a jamais vraiment beaucoup intéressé. Pour l'instant, le cinéma, les représentations du Moyen-Âge sont généralement des représentations très fantasmées, qui correspondent assez mal à la réalité. Donc bon, pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là, malheureusement, mais bon, il faut espérer qu'il y ait des choses qui viennent, hein, et que ça inspire du monde. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition pour y répondre, et histoire de les faire venir s'il y en a. Je vous annonce la suite des événements. Donc, alors, je vous avais dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas d'émission cette semaine, mais en fait, bon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans les annonces, donc il y a bien eu une émission aujourd'hui. Il n'y aura pas d'émission par contre la semaine prochaine, donc mardi prochain, pas de Le Roi de l'Histoire, et on se retrouve dans 15 jours avec un invité. On parlera sans doute, mais je vous le préciserai, des arts sous l'Ancien Régime, la danse, le chant, le théâtre, etc., ce qui viendra un petit peu rejoindre ce dont on a parlé la semaine dernière. Alors je mets juste Bodolino sur le chat, hein, pour que vous ayez la référence. Voilà, Umberto Eco, Bodolino, merci à JCL84 qui a répondu plus vite que moi. Et donc on se retrouvera dans 15 jours pour la prochaine émission. Et puis l'émission suivante portera sur le canal de Suez, donc du coup le 8 pas d'émission, le 15 émission avec un invité, et le 22 on parlera du canal de Suez, comme bon, j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler. Et puis pour l'émission qui suivra, la dernière émission du mois de juin, je referai un sondage, donc je vais le mettre en ligne prochainement, et puisque ça avait été demandé dans une émission précédente de faire une émission sur l'Antiquité, c'est vrai qu'on n'en a pas fait pour l'instant. Je vous proposerai de choisir entre deux propositions. Ce sera soit la démocratie à Athènes, donc dans l'Athènes antique bien sûr, au 5e, 4e siècle avant notre ère, soit la République romaine, donc deux institutions différentes. La République romaine, là on se situe entre le 5e, 6e et 1er siècle de notre ère. Donc voilà, je vous proposerai de voter entre la démocratie à Athènes et la République dans la Rome antique. Et donc, en attendant ce vote, alors je regarde s'il n'y a pas de nouvelles questions. A priori,
pas de nouvelles questions, donc déjà un avis sur la démocratie à Athènes, je le note, mais il y en aura sans doute d'autres. Alors j'ai mis Baudouin, oui, il y a eu une correction automatique, hein, c'est Baudolino, comme l'a dit JCL84, pour la référence donc, bibliographique que je vous ai donnée. Et donc on arrive au bout, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission, et donc je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous, et donc à très bientôt pour un prochain Le Roi d'Histoire.